Et poursuivons avec notre invité Jean-Philippe Moinet. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et fondateur de la Revue Civique qui a publié récemment une série d'articles sous le titre Démocratie et islamisme. Alors le Qatar serait-il en phase de démocratisation? Alors phase, c'est sans doute le bon mot parce que c'est un début de démocratisation, en tout cas du point de vue de la liberté de vote, qui est un élément constitutif d'une démocratie, pas le seul. C'est un élément nécessaire, mais sans doute insuffisant. Mais en tout cas, il y a une direction qui est prise pour la première fois pour ce pays, pour la première fois pour les pays du Golfe, et d'une manière assez rare, on va dire, dans le monde arabo-musulman, même s'il y a d'autres exemples, comme le Maroc, par exemple, qui a développé depuis longtemps, d'ailleurs, à la fois le Koweït aussi. Pardon ? Le Koweït également. Le Koweït aussi, avec une différence qui distingue, par exemple, le Maroc du Qatar, c'est que au Qatar, encore maintenant, par exemple, le pluripartisme n'est pas autorisé. C'est-à-dire que la diversité des partis ne fait pas partie encore on va dire, du logiciel qatarien. En revanche, on l'a vu au Maroc, il y a un pluripartisme et le vote des citoyens a aussi, c'est un élément intéressant dans cette période aujourd'hui, le vote peut aussi permettre de faire reculer, voire de chasser, on va dire, l'islamisme au pouvoir. C'était le cas au Maroc. Dans d'autres pays, c'est peut-être un point d'interrogation, mais en tout cas, c'est une avancée aujourd'hui, avec des limites. Bien qu'aujourd'hui, justement, au Qatar, les critères de vote sont extrêmement stricts. Tout le monde ne peut pas voter, notamment aucun étranger ne peut voter. Or, c'est quand même 2 millions de personnes. Oui, c'est vrai que le Qatar se distingue aussi en termes de démographie pour avoir 80% d'étrangers sur son territoire. Et même au sein des Qatariens de nationalité, il y a une sélection, un peu étrange d'ailleurs, parce qu'il y a certaines tribus qui sont exclues, notamment l'une qui est de tradition bédouine, qui est à cheval entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et de ce fait-là est exclue du scrutin. Mais bon, prenons les choses d'un bon côté, il y a quand même des votants et des votantes. Vous avez bien fait d'évoquer le rôle des femmes dans la société civile et en tant que citoyenne au Qatar aussi. Et c'est vrai qu'il y a une limite aussi, c'est que les pouvoirs de cette Assemblée qui est renouvelée partiellement, hein, ça a été dit dans votre sujet, il y a 30 sièges sur 45 qui sont renouvelés, mais il y en a 15 autres qui sont nommés encore par l'émir, qui a beaucoup de pouvoir, hein, on le sait, en matière notamment de sécurité intérieure. Ceci dit, la Shura va quand même avoir un pouvoir étendu. Tout à fait. Donc on se dirige quand même vers comment pourrais-je dire, un émirat parlementaire? Bah, c'est vrai que c'est une formulation qui peut paraître un peu baroque, mais ça ressemble à ça. C'est un système parlementaire en genèse qui commence aujourd'hui au Qatar, avec effectivement une assemblée qui aura son rôle quand même, qui ne sera pas un rôle consultatif, elle aura un pouvoir législatif, un pouvoir de contrôle de l'exécutif, même si le gouvernement est entre les mains et les décisions de l'émir, et même si le domaine réservé, qui est très important au Qatar, défense, sécurité intérieure, diplomatie, affaires étrangères, et on va dire dirigé directement par l'émir. C'est une société qui est plutôt hermétique au débat. Est-ce qu'il y a eu une véritable campagne pour ces élections? Alors, sans être le débat public, en tout cas. Oui, le débat public a dû se développer un petit peu dans ce pays, sachant que la question est posée de la pluralité d'opinions organisées dans la société civile, ce qui n'est pas vraiment le cas totalement dans ce pays, notamment, je l'ai dit, pour le pluripartisme qui n'est pas autorisé. Donc les candidats se présentent à titre personnel avec une sorte d'étiquette qui n'en est pas une sans étiquette, avec des liens familiaux ou de tribus. Donc ça quand même ressemble à quelque chose d'un peu archaïque vu en tout cas d'Occident. Mais c'est vrai qu'il y a des avancées quand même. Le débat s'est ouvert. Et il n'y a pas forcément non plus, on va dire, une indépendance et une pluralité totale dans le monde des médias, par exemple, ou de la société civile organisée, que ce soit la justice ou d'autres contre-pouvoirs. Est-ce que le Qatar ne joue pas une sorte de campagne de séduction? On sait que l'année prochaine, il y aura quand même la Coupe du monde de football qui s'y jouera. Est-ce qu'elle n'a pas intérêt aujourd'hui à montrer que justement, elle évolue vers plus de démocratie aux yeux du monde? Oui, c'est sans doute une très bonne raison, la séduction du reste du monde, et puis même pour sa population, d'avancer vers une part de démocratisation. Vous avez raison dans le contexte que vous évoquez, et aussi le contexte géopolitique où se trouve le Qatar. On a vu combien le chaos qui a touché l'Afghanistan a marqué les esprits, et pas seulement en Occident, mais aussi
malheureusement pour les Afghans et les Afghanes, et que les pays du monde arabo-musulman, pour certains, se sentent dans la nécessité aussi d'évoluer, de promouvoir une certaine forme de démocratisation, justement pour tenter et de participer à l'endiguement des formes les plus archaïques de l'islamisme radical. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet pour cette analyse. Des résultats dès ce soir ? Les résultats, alors ça va être une première, donc on va voir à quelle heure, si ça sera progressif. C'est vrai, on a un peu du mal à le dire pour l'instant. Merci on va beaucoup suivre en tout Jean-Philippe cas Moinet. ce mouvement. On va suivre ces élections au Qatar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur.